J'arrive à la question de la valeur d'un, entre guillemets, un vrai Belge et un binational. Si je pose la question à Ali Arras en disant, vous avez dit tout à l'heure, vous avez été trahi aussi par la Belgique, mais est-ce qu'on vous a fait comprendre dans cette affaire que vous étiez plus marocain que belge, par exemple? Vous avez dit que vous avez été extradé vers le Maroc, vous restez au Maroc parce que vous êtes marocain, et donc cette belgétude, le fait d'être belge, j'ai envie de dire, ça sert à quoi? Si on est abandonné dans l'isolement, on est abandonné dans la torture, on est abandonné dans les moments les plus difficiles, les plus douloureux, à quoi sert-il encore d'être belge? Malgré toutes ces injustices, malgré toutes ces années d'isolement, et les tortures qu'ils m'ont faites, je n'ai pas senti rancœur ou la haine contre X ou Y qui m'ont sacrifié, non. Plutôt, j'avais l'espoir qu'un jour, je reviendrai sur ma terre, sur mon territoire, pour que justice me soit rendue. Donc, me sentir plus marocain dans ces conditions-là, jamais. Plutôt, rifin, oui. Mm-hmm. C'est très important pour moi parce que j'ai mes racines rifaines. Et ceux qui entendent maintenant cette version et qui vont se baser sur le côté séparatiste, c'est un séparatiste, c'est quelqu'un qui aime sa terre, sa patrie et qui n'aime pas les Marocains, non, jamais, je n'acceptais pas d'abord écouter quelqu'un le dire, bien au contraire, non, je me suis toujours senti belge, tout en gardant mes racines rifaines, parce que tout simplement, je suis né dans le Rif, donc à Melilla. J'ai grandi, j'ai été éduqué chez mes parents, et puis pour terminer avec cet amour, cette chaleur d'une grand-mère. Non, je ne peux pas dire ça, me sentir délaissé ma nationalité, esquiver plutôt cette idée, non, jamais, plutôt j'ai gardé tout le temps espoir et la foi de qu'un jour je vais le faire, je vais faire face à tous ces crimes et toutes ces injustices et ces inégalités. Et là, je suis là maintenant pour témoigner, et je continuerai encore à témoigner là-dessus. Me sentir un nom belge, non, depuis le début, en faisant mon service militaire à l'époque, en 1994, j'étais fier de le faire. D'ailleurs, il y a des photos qui le prouvent, il y a des témoignages. D'abord, on était habillés de la même façon, moi et mes compagnons. Aucune différence. On recevait les mêmes instructions, les mêmes formations. Et on dormait dans les mêmes lits, dans la même salle. Il n'y avait pas de différence entre eux et moi. Il y avait des Belges. Je pourrais dire, dans ma section, il n'y avait que moi, qui était belgo-marocain. Mais je me suis toujours senti... D'ailleurs, il y avait un respect pour moi parce que j'étais le seul à être belgo-marocain là. Mais bien sûr, avec ma discipline et mon éducation et multiculturelle, comme j'ai toujours dit, et sans racisme, sans inégalité, donc, toujours en respectant l'être humain, non, je ne me suis jamais senti ni d'être à la marge, donc de l'autre côté de la marge. Non, bien au contraire. D'ailleurs, même après, avant qu'il m'appelle au service militaire, j'ai dû sacrifier mon commerce, j'ai dû fermer les volets et mettre la clé sur le paillasson, comme on dit, durant une année, et puis j'ai dû recommencer à zéro.
Et aussi, j'ai dû, comme j'ai tout le temps fait, payer mes cotisations et mes impôts comme tout autre Belge. Donc, dans quelle différence on peut dire, de quel droit on peut dire que Ali Arras, il n'est pas comme un vrai Belge, non? J'ai toujours eu une vie normale comme tout autre citoyen et je n'ai jamais eu de problème avec la justice. Jamais. Et ça a été approuvé. Bien sûr. Donc oui, un vrai Belge, oui. Je me considère comme Belge. C'est un point important. Justement, sur cette question, Luc, on est au cœur du débat sur la nationalité. On a des personnes qui ont une autre nationalité, pas forcément la marocaine, mais bon, ici on est dans un cas d'un belgo-marocain. Ce sont des personnes qui sont soit nées en Belgique ou grandi en Belgique, et ayant fait le service militaire ou qui travaillent ici, qui payent les impôts ici, qui ont fait l'école ici, qui ont grandi dans ce pays. Il arrive des moments où on leur fait un peu comprendre qu'ils sont un peu différents. Est-ce que sur ce débat de la binationalité, c'est quoi Ali, il est plus belge que moi. Ali, il s'est installé à Bruxelles quand il avait 15 ans ou 16 ans. Moi, je suis venu à Bruxelles beaucoup plus longtemps après. Donc, je suis plus immigré à Bruxelles que lui. Moi, je ne peux pas accepter ça. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, si, c'est vrai. Moi, je le dis souvent, quand on parle d'immigré, je me dis, mais moi, je suis plus immigré que vous, parce que vous êtes né à Anderlecht ou à Saint-Jean, je ne sais pas moi, voilà, mais je suis plus immigré que vous. Donc voilà, c'est une chose. Deuxièmement, je me demande si Van Acker a fait son service militaire pour la Belgique aussi. Bonne question. Ça, je ne sais pas, mais Renders, certainement pas. Et donc, ce qu'Ali a fait. Donc, quant à la question de défendre sa patrie, je pense qu'il y a un exemple ici parmi nous. Est-ce que M. Renders ou Van Acker ou Milquet ou autres, est-ce qu'ils ont commencé à 15 ans, à 16 ans à travailler dans ce pays? C'est-à-dire travailler, mais dur, hein, comme il a déjà expliqué, dans différentes usines et dans différents trucs en tant que jeune, comme il a fait. Et donc, effectivement, aussi payer ses impôts et consommer et vivre sa vie ici. Donc, je pense que la comparaison est bien faite. Je sais combien Ali tient à sa nationalité belge. Je me souviens qu'on avait gagné des médailles dans le marathon de Bruxelles, les 20 km de Bruxelles. On avait gagné des médailles. Moi, j'ai pas couru, je suis trop... bon. Tu couvrais autrement. Oui, moi je le suivais en esprit. Mais donc les jeunes qui avaient gagné des médailles avec le t-shirt Free Ali Arras, pour moi c'était un très bon moment. Je me souviens de cette fille qui était au-dessus de la masse avec son poing levé, avec son t-shirt Free Ali Arras, c'était vraiment touchant, c'était un magnifique moment. Et donc, on avait envoyé une médaille à Ali parce qu'on l'avait gagné pour lui. Et les autorités marocaines n'avaient fait rien d'autre que de lui prendre cette médaille, pour l'humilier encore une fois en disant non. Et lui, il a commencé une grève de la faim pour l'obtenir et finalement tu l'as obtenu grâce à ton action. Donc voilà, pour moi ça c'est clair, pour moi la nationalité c'est ça. Déjà, personnellement, je trouve que dans le monde actuel, laissons les nationalités où elles sont, ça c'est mon point de vue. On est dans un monde mondialisé. Pour moi, les nations, ça c'est mon point de vue personnel, c'est fini. Donc, il y a des personnes qui vivent partout et des personnes qui se déplacent inévitablement. Pourquoi? Parce qu'il y a des telles inégalités dans ce monde. Et des identités multiples. Et des identités multiples. Mais je veux dire, les gens se sont toujours déplacés pour avoir une vie meilleure pour leurs enfants, voilà. Et ça sera fait, ça s'est fait dans le passé, ça s'est fait aujourd'hui. Et il n'y a personne qui va arrêter ça. Ça, c'est une chose. Et moi, je trouve qu'on doit vivre dans cette mentalité-là.
tant qu'il y a de telles inégalités dans le monde, les populations se déplaceront, comme les Irlandais sont partis avec des millions, comme des Européens sont partis avec des millions vers les États-Unis et autres continents. Donc ce truc, ça va toujours se faire et il faut l'accepter et en profiter de tout ce qui vient ici. C'est-à-dire pas voir ça comme, oui, non, il faut profiter de cette richesse qu'ils nous apportent. C'est-à-dire de leur soleil, de leur culture, de leur lutte. Tu peux en profiter, vous pouvez en tirer beaucoup pour s'inspirer et créer une nouvelle culture qui accepte tout ça. Le monde serait beaucoup meilleur si on raisonnait comme ça. Mais on a dit, c'est un vrai nationaliste belge. Mais dans le bon sens. Nationaliste, voilà, pas au sens, dans le bon sens du mot. de la NEA. Voilà. Mais juste en opposition, en disant, Ali, il ne fallait pas le déclarer marocain quand il était au Maroc, parce que c'est pas vrai. Bien sûr. Il a eu une nationalité marocaine pour d'autres raisons que ça, pour pouvoir se déplacer un certain moment, parce qu'il n'avait pas de nationalité. C'est simple. C'est pour ça que son papa s'est arrangé pour qu'il puisse voyager et rejoindre sa maman. C'est tout. Mais il n'a pas réussi. Sur cette question, juste, j'ouvre une parenthèse, c'est que des fois la marocanité ou la nationalité marocaine n'est pas choisie. On vous l'a choisi à la place. C'est à partir du moment où vous avez un père qui est marocain, automatiquement vous êtes marocain. Voilà. Et ça, c'est, voilà, en termes de liberté, c'est un problème. Si je peux me permettre, je dirais, j'aimerais bien avoir 5 nationalités. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, mais est-ce qu'on ne doit pas renoncer? Personnellement, ce n'est pas mon point de vue. Dans le sens, maintenant, on l'utilise comme arme contre les populations qui ont 2 nationalités. On dit, en fait, vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Tandis qu'on devait dire, mais ça devait être un enrichissement. Que vous en avez 2, ce serait normalement enrichissant d'avoir ça. Et maintenant, ça devient quelque chose de négatif. Oui, que tu n'es l'un ni l'autre. Mais moi, j'aimerais bien avoir 5 nationalités. Pourquoi pas? J'aimerais bien appartenir à d'autres pays et être citoyen. C'est une richesse. Voilà. Et maintenant, c'est une arme antiterroriste parce que vous êtes belgo-marocain, on vous accuse de terrorisme, ou vous sortez de prison pour n'importe quelle raison, on peut dire dehors parce que vous avez la double nationalité. Eh bien ça, il faut se battre contre cette politique. Et pour moi, dire, voilà, on a nos pleins droits ici. On en a même plus que vous, si on va comparer les choses, mais on est belge en part entière. Et oui, on a des racines, que ce soit en milieu, dans le Rif ou au Maroc, oui, et on en est fiers de nos racines. Et on vous permet d'en profiter de notre expérience, de notre vécu, de notre culture. Donc ça, ce serait le raisonnement qu'il fallait adapter. Et c'est pour ça que cette lutte d'Ali, elle est pour moi tellement importante, parce que je connais trop de personnes dont on essaye maintenant de les déchoir de leur nationalité belge, même s'ils sont nés ici, tout près dans le Verseau ou autre, j'en connais pas mal, qu'on essaye de reprendre leur nationalité, même s'ils sont nés ici, c'est des gamins d'ici. Et donc, je trouve que la double peine, parce qu'il s'agit de ça, ça doit cesser, ça doit s'arrêter. Et c'est aussi un aspect, je trouve, qui est une dimension dans cette lutte qu'Ali porte et que nous essayons de soutenir. Bien sûr, bien sûr. Je voudrais aborder un autre point, mais on en a parlé un peu depuis tout à l'heure, on a fait allusion, c'est la question de l'assistance consulaire. Ali, vous étiez donc en Espagne, on vous a extradé au Maroc, vous avez demandé la visite ou l'assistance en Espagne. Comme on a dit, ils vous l'ont accordé le 16 décembre et vous avez été extradé le 14 décembre. Donc ils savaient tout a été planifié. Vous avez fait plusieurs demandes. Mes demandes ont été faites depuis la prison. Depuis des prisons, j'ai fait plusieurs prisons en Espagne. Et c'est toujours sans réponse, sans aucune réponse. Et bien sûr, je pense que peut-être lui qui pourra mieux répondre à toutes ces démarches qui ont été faites pour que je ne sois pas extradé. Donc, la
parole. Donc là, on a un email de la part de l'ambassade, c'est ça? L'ambassade belge qui s'est trouvée à Madrid. Donc je ne sais pas si je peux vous montrer. Oui, on le montre à l'image. Vous l'avez ici. Donc ils savaient, ils ont annoncé que ils allaient me rendre visite le 16. Donc, le 16 décembre 2010. Alors, cet email démontre, encore une fois, leur hypocrisie et qui voulaient nous faire savoir qu'il y avait un soutien ou bien une assistance consulaire. Ça n'a jamais été fait. Ils sont venus qu'après après mon extradition. Donc c'était le 16. Donc, ça prouve quoi? Ça prouve qu'ils connaissaient très bien le dossier. Ils connaissaient très bien le dossier et que il y avait ce côté diplomatique qui les empêchait et surtout la pression que le Maroc mettait pour que je ne puisse pas recevoir ces assistances, ces visites consulaires belges. Donc je reviens un peu en arrière. Après avoir eu son non-lieu, si on était vraiment dans un état de droit et qu'on vivait dans une démocratie, donc, et qu'il y ait une justice indépendante, ça devait être respecté, la décision du juge d'intégration devait être respectée. Mais dans mon cas, ils ne l'ont pas fait. Et c'est même pire parce qu'on a fait sortir le dossier de l'institution juridique et on l'a fait un peu entrer dans chez le ministère de l'Intérieur. Oui. Donc on a politisé l'affaire. Oui. Donc il y a un problème de séparation de pouvoir dans le cas de l'Espagne. Toujours, bien sûr, au nom de terrorisme. Il leur a été permis de le faire. Comme je vous ai dit, ils n'ont pas sacrifié leurs citoyens, mais ils ont sacrifié un citoyen belge qui pour avoir pour cette diplomatie entre le Maroc, l'Espagne et la Belgique. Donc, ils ont bafoué tous les droits internationaux. Ils ont violé tous les droits de l'homme. Ils m'ont sacrifié tout simplement. On fait de moi ce qu'ils ont fait. Mais il y a une chose qui ne s'attendait pas. C'est qu'il y aurait une dénonciation qui a été faite de ma part et aussi du comité Frères Ali, aussi des ONG, Amnesty International, etc. Ils ne s'attendaient pas qu'il y aurait un suivi qui montait sans cesse pour réclamer mon innocence et surtout ma libération parce que j'étais tout simplement sacrifié, j'étais envoyé arbitrairement au Maroc et j'étais condamné aussi arbitrairement avec un procès unique. Donc là, on s'est trouvé devant un mur. Donc pour eux, donc ils ne savaient plus quoi faire. Donc là, bien sûr, il fallait absolument me condamner pour dire à ceux qui essayent de encore appuyer cette affaire-là que vous pouvez toujours courir. Perdu d'avance. Il sera condamné à 2 années, donc 15 ans d'abord, puis on appelle à 2 années. Et que nous, ils disent que nous, on ne se trompe jamais. Hein, on ne se trompe jamais quand il s'agit du terrorisme. Alors, quand j'ai découvert tous ces crimes, et je suis témoin dans toutes les prisons, surtout à Salé 2, quand j'ai découvert tous ces témoignages, je me suis dit, le Maroc, il est en train de vraiment il est en train de creuser son trou, il est en train de creuser son piège, là, son piège, là. Il est en train de creuser son propre tombe, comme tu dis. Et puis, il est en train de perdre sa crédibilité parce que
toute cette mascarade qu'ils essaient de nous démontrer, de faire dévoiler, de dire que le Maroc c'est le prospère, le Maroc c'est L'exception marocaine, etc. Donc tout ça c'est vraiment, c'est beau à dire et on nous montre toujours tout ce qui est beau. C'est comme je vous ai dit, Juan Mendes quand il était venu en prison, c'est très important, c'est que avant qu'il arrive, ils ont commencé à peindre toutes les portes, les murs, Salé 2. Mais quand je suis arrivé à Salé 1, il y avait des plantes, des fleurs un peu partout, tout ce qui est. Alors je lui ai même dit à Juan Mendes, est-ce que, en espagnol, je lui dis en espagnol parce que je lui dis, est-ce que vous avez remarqué la fraîcheur de la peinture? Il m'a dit oui. Il m'a dit c'est pas cela qui va me dévier ou me faire changer d'idée. Donc il savait très bien que tout ça c'était encore frais, des fleurs, des plantes, alors que dans une prison Salé au Salé 1, Salé 2 au Salé 1, ça a toujours été vraiment l'obscurité, sombre, la torture. La torture au quotidien. Donc, de quelle crédibilité parle-t-il? De quel droit ont-ils? Quel droit ont-ils de dire que nous, on est un pays démocratique, on est dans un état de droit, comme certains le disent, qui défendent cette mascarade? C'est pas vrai. Ils n'ont qu'à aller visiter les prisons, ils n'ont qu'à aller dans les administrations, dans les écoles, l'administration, etc. Vous allez voir qu'il y a corruption, il y a un désordre, l'anarchie. Il y a cette anarchie que déborde. Ça déborde partout dans le Maroc. Ce côté-là, ils ne vont pas vous le montrer. Voilà, donc ça c'est le Maroc. Bien sûr, et vous avez dit en fait que c'est un élément important aussi, c'est ils ont été un peu pris de court dans le sens où ils ne s'attendaient pas à tous ces soutiens au niveau international. Et c'est l'importance aussi de toute cette solidarité. Et on a pu voir que grâce à cette affaire Ali Arras, grâce à ces soutiens, grâce à cette affaire, parce qu'on en a beaucoup parlé, on a obtenu un droit en Belgique. Je disais tout à l'heure qu'en 2018, on avait changé la loi en disant voilà, les personnes belges qui sont à l'extérieur dans d'autres pays peuvent avoir droit à une assistance consulaire, mais pas, ce soutien n'était pas accordé aux apatrides, n'était pas accordé aux réfugiés, n'était pas accordé aux binationaux. Mais là, depuis janvier 2021, c'est accordé aussi aux binationaux. Donc c'est grâce à vous, c'est grâce à l'affaire Ali Arras, c'est grâce à toutes ces personnes qui ont parlé, qui ont sensibilisé au comité Frère Ali, et je pense directement aussi à votre sœur Farida Arras, grâce à tous ces rapports, grâce à tout ce bruit, on a un droit aujourd'hui qui existe en Belgique. C'est quoi la vie là-dessus? Je confirme ce que tu viens de dire. Moi, je me souviens quelque chose qu'Ali a souvent répété quand il était en détention. Il disait « Utilisez-moi, utilisez mon cas pour les autres ». Et moi, je trouve qu'il vient temps que toute la communauté d'origine maghrébine, et voilà, j'irai même plus loin, tout le monde qui est concerné aussi par une problématique de l'immigration et de double nationalité ou autre, qu'on utilise effectivement le cas d'Ali Arras pour réclamer justice et que ce droit soit soudé. Que quand on laisse tomber une personne comme Ali Arras, on sait maintenant ce qui est arrivé. Et on connaît maintenant la responsabilité politique dans cette affaire. Donc, gagner l'affaire Ali Arras, ça va protéger tout le monde contre ce qu'on appelle des dérapages, des abandons, etc., des incidents, comme on dit. Ça va bétonner l'affaire, comme souvent maintenant déjà dans la justice, c'est ce que les avocats m'ont dit, que l'affaire Ali Arras est utilisée par d'autres avocats et dans d'autres affaires pour dire, voilà,
si vous continuez à extrader, etc., ici il y a la preuve. C'est un acquis. Donc c'est un acquis. Maintenant, sur l'affaire de Didier Reynders, je vais quand même y revenir juste pour la question de la double nationalité et pourquoi l'affaire d'Ali Arras d'aller jusqu'au bout et obtenir justice jusqu'au bout, c'est important, c'est que une personne comme Didier Reynders, maintenant, il est à la tête de l'Europe, aussi pour protéger les droits humains. Eh bien là, nous, on a le devoir de la mémoire et de soumettre à l'opinion publique ce qui a été fait par lui pendant l'affaire d'Ali Arras, où il devait protéger quelqu'un qui était torturé, qui d'abord était extradé illégalement, l'Espagne a été condamnée pour ça, hein, qui a été torturé, le Maroc a été condamné pour ça, et l'Espagne aussi parce qu'il l'avait permis, finalement, et donc il a été laissé à l'abandon, mais alors là d'une manière invraisemblable et incroyable, comme j'ai dit, il faut l'avoir vécu pour le croire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Quand les avocats Ali Arras et Farida Arras ont commencé un procès pour obtenir une protection consulaire, ils ont montré la vidéo de 2012 où on le voit quand il a été tabassé et massacré en prison. Hein? Donc les juges ont vu ça, ils sont presque tombés de leur chaise. Nos autorités belges, ils ont pu voir ça aussi parce que ça a été diffusé sur YouTube et ça a été vu au moins 100 000 fois, cette affaire. On a bien quoi compter. Donc il savait, il l'avait vu, les juges l'avaient vu, les juges ont dit protection consulaire immédiatement. Alors, et on vous condamne de demander que vous pouvez visiter Ali Arras maintenant tout de suite. Ok. Reynders, qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est lui qui était le ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit à son homologue marocain en disant la justice vient de nous condamner de demander une visite consulaire à Ali Arras. Donc ce qu'on fait ici, mais entre parenthèses, dit-il littéralement dans le texte, mais on est en opposition à ce jugement. Donc on conteste finalement. Donc vous pouvez vous imaginer, vous demandez l'autorisation d'aller visiter quelqu'un en prison, mais en même temps vous dites en fait nous on n'est pas d'accord, vous savez, donc on est toujours en train d'essayer d'échapper à cette sanction. Ok? Les Marocains ne répondent pas à cette demande, tout simplement. Pendant plusieurs années, ils ne répondent pas à ça. Deuxièmement, il va donc en appel contre cette décision de la Cour qui dit vous devez apporter aide consulaire à Ali Arras. En appel, Reynders, le ministère des Affaires étrangères, perd à nouveau. Ils sont à nouveau condamnés en disant et maintenant on vous donne une sanction de quelques milliers d'euros par jour si vous ne le faites pas. Ok, donc il écrit de nouveau qu'il veut faire, etc., mais que ce n'est pas fini parce qu'ils vont quand même en cassation maintenant. Vous pouvez vous imaginer en quoi ils ont mis leur énergie casser une décision de justice. Et donc en cassation, il a gagné, mais pas sur le fond de l'affaire, mais sur une formalité. Et maintenant, l'affaire est devant la Cour européenne de droits de l'homme. Donc ce n'est pas fini sur le rôle de la Belgique dans cette affaire. Donc ça, c'est un épisode que moi, je trouve extrêmement important pour montrer le caractère, dans quoi ils ont mis leur énergie finalement pour échapper à ça. Voilà, je trouve que c'est hallucinant. Et concernant Reynders, vous avez des choses à ajouter sur cette personne qui était quand même ministre des Affaires étrangères. Il avait dit, je pense, et vous pouvez le confirmer à Farida Arras, que les relations diplomatiques entre la Belgique et le Maroc sont beaucoup plus importantes et ne peuvent pas mettre à mal je veux dire, on ne va pas altérer nos relations diplomatiques pour une seule personne. Que pensez-vous de ce monsieur? Je ne sais pas s'il a dit ça avant l'interview qui a été faite à RTBF ou après, mais ça n'a aucune importance. Donc là, ce que j'aimerais bien souligner, c'est que Reynders, il avait dit que ce monsieur Ali Arras, il était poursuivi. Donc
par les services secrets depuis 2000. Depuis les années 2000. Selon sa version, si c'est vrai, pourquoi est-ce que ce n'est pas la Belgique qui aurait dû m'arrêter? Pourquoi est-ce que ce n'est pas la Belgique, l'État, la sûreté belge, qui fait un travail formidable, fait un travail vraiment phénoménal dans ces enquêtes? Pourquoi est-ce qu'ils ne m'ont pas, contacté et me dire, Monsieur Aliaras, venez, on a des questions à vous poser, comme ils ont l'habitude de dire. Et ils ne l'ont jamais fait. Non, non, jamais. Donc, si c'est pour sauver sa face qu'il a dit ça, et pour me coller une étiquette comme il a tout le temps fait, aujourd'hui, je lui dirais tout simplement, non, c'est l'Espagne qui m'a arrêté, ce n'est pas toi. L'Espagne m'a jugé et avec un non-lieu, donc j'ai eu un non-lieu. Et malgré ça, ils m'ont sacrifié parce que Didier Reynders, oui, il était derrière tout ça. Peut-être. Et maintenant, ce que j'aimerais bien ajouter encore une fois là-dessus, c'est que, comme il a dit Luc, si lui préside maintenant le Conseil des droits de l'homme, je ne sais pas où ça, en Europe, c'est ça? Je pense que je l'appellerai, je lui rappelle, je vais lui faire rappeler, passer un message bien sûr en lui disant Didier Reynders, il est temps que vous admettez la vérité. Et si vous nous représentez les droits de l'homme, allez-y, n'hésitez pas. Reconnaissez que vous avez sacrifié un citoyen belge, que j'ai dit souvent, que si vous étiez dans mon cas, j'aurais pu aller, et moi dans le vôtre, bien sûr, je assisterai à votre secours, je viendrai à votre secours autant que belge, corps et âme, comme je l'ai déjà dit. Tout simplement parce que on est des humains comme tout autre. Et on a tous un droit à clamer son innocence, mais vous avez tout bafoué et vous avez tout mis à l'écart pour cette diplomatie pourrie, cette diplomatie hypocrite pour sauver tout le temps votre face, bien sûr. Moi, je trouve que la question de la déshumanisation qu'Ali a subie et sa résistance contre ça, moi je trouve que c'est d'une exemplarité qui est tout simplement magnifique. Comment garder sa dignité humaine dans les conditions qu'il a vécues, c'est une chose, mais quand on est allé à Rabat, il y avait Farida Arras, il y avait Marie-Jo Fressard et il y avait la fille de Farida et moi. On est reçu à l'ambassade belge à Rabat. Et là, on nous demande, s'il vous plaît, poliment, est-ce que vous pouvez aller voir Ali Arras, parce que la justice belge vous a condamné à le faire. Oui, disait l'ambassadeur, on a écrit, mais il ne répond pas. Et on a aussi déjà téléphoné, mais pas de réponse. Voilà. Alors on a dit, vous savez quoi? On va aller ensemble à la prison de Salé-2. Vous et nous. On va aller ensemble, et pacifiquement, gentiment, et on va sonner à la porte, et on va dire, voilà, comme la Belgique veut visiter son citoyen chez vous, comme Ali m'a expliqué d'ailleurs, que les Pays-Bas le font, l'Allemagne le fait, la France le fait, il n'y a que la Belgique qui ne le fait pas, donc voilà, maintenant, il y a aussi l'ambassadeur belge qui vient visiter un citoyen belge ici, incarcéré ici. Alors il a dit, non, il n'y a pas question d'avoir un incident diplomatique avec le Maroc, littéralement. Donc, mais ça c'est qui c'était l'ambassadeur à Rabat l'ambassadeur qui nous a dit ça littéralement en face, et je cite les personnes qui étaient là, Marie-Jo Fressard de France, Farida Arras, moi et la fille de Farida. Donc,
Là, tu as tout compris, quoi. On n'en remet pas. On dit, mais c'est quand même pas difficile. On ne veut pas un incident, là. On veut juste constater qu'il vous refuse l'accès. C'est tout. Pas plus. Non, il n'y a pas question. Il n'y a pas question d'avoir un incident diplomatique à la Maroc. Et là, tu as tout compris. Je dis, c'était une question politique. Oui, bien sûr. Pour terminer, il y a eu une affaire Ali Arras. Donc l'affaire Ali Arras quand Ali était en prison, mais il y a aussi maintenant une autre affaire qui commence, quand Ali est en liberté. Que va faire Ali? Alors, parce qu'il faut que la justice soit faite sur toutes ces questions, que les responsables soient condamnés, en tout cas pour leurs crimes. Est-ce que vous avez prévu quelque chose comment allez-vous faire face à cette affaire? Tout simplement, je voudrais bien dire une chose, c'est que durant ces 12 années d'emprisonnement, je peux dire que ils sont passés très très difficiles aussi. Maintenant, je peux dire aussi que durant ces 12 années, pour moi, je vous dis que ma lune de miel est terminée. Donc aujourd'hui, je suis là. Je suis là et je vais combattre. Je vais faire tout ce qui est dans mes moyens pour que justice me soit rendue, premièrement. En parallèle, ce qui est très important pour moi maintenant, c'est bien sûr de récupérer le maximum de force parce que j'en ai besoin, physique, surtout moral. Et grâce à cette solidarité, et cette chaleur humaine, et cet horizon qui s'est ouvert devant moi, me permet de continuer mon combat pour arriver à consciencier surtout le monde pour toutes les injustices qui m'ont été faites et qu'ils continuent encore à faire à leurs citoyens marocains, à leurs citoyens rifins, à une population vulnérable et surtout, bien sûr, porter un témoignage et contre ces tortionnaires, ces bourreaux qui ne savent rien faire d'autre que de mater et réprimer leurs citoyens marocains pour protéger leurs intérêts personnels, bien sûr. Quant à ceux qui m'ont torturé personnellement, je leur dirais que je suis là, j'ai survécu à toutes les maltraitances et les tortures que vous m'avez faites. Vous ne vous y attendez pas à me voir aujourd'hui là, debout, et vous affronter et vous combattre comme je l'ai fait déjà en prison. Je continuerai maintenant avec un autre horizon qui s'est ouvert devant moi. Légitimement, je vais continuer à me battre jusqu'à la fin de mes jours et arrêter de démonter, de démentir ce qui est vrai, ce qui est réel. Vous n'avez plus aucune crédibilité, vous n'avez plus aucune raison morale et surtout humaine avec vos moyens
avec ces moyens par lesquels vous essayez de détourner ce qui est vrai, par vos moyens technologiques, par vos moyens de fausses accusations et surtout, par vos moyens qui sont inadmissibles. Inadmissibles parce que vous vous êtes vraiment dévoilé, vous êtes démasqué. Donc, essayez de trouver et de chercher quelque chose de plus crédible, de convaincant afin que le peuple marocain puisse vous croire. Et croyez-moi qu'ils vont pas vous croire. Parce que vous êtes là en train de tourner en rond. Vous tournez en rond, vous êtes désemparé, vous n'avez plus aucune direction à prendre que le mensonge et d'essayer de rendre vos citoyens, le peuple marocain, sous vos pieds. Et le dernier message, j'aurais bien aimé passer un message aux Marocains, de leur dire: vous êtes des hommes et des femmes courageux, vous êtes des hommes et des femmes nobles, vous avez une histoire et vous n'avez jamais accepté qu'on touche à votre dignité, vous n'avez jamais accepté qu'on vous viole vos droits. Je le sais, vous êtes vraiment réprimés, vous êtes vraiment opprimés par cet État policier qui vous mate tous les jours et qui vous terrorise tous les jours. Restez conscients et sachez que vous n'acquérirez jamais ce qui est donc vos droits tant que vous ne vous manifestez pas, pacifiquement bien sûr, afin que vous puissiez vivre et respirer un oxygène et respirer surtout vos droits et avoir vos droits dans votre pays.